la crise européenne. Nous sommes en crise. On nous parle de crise économique et de crise financière. C'est vrai qu'il y a une crise économique et une crise financière, mais derrière cela, et c'est ce qui me rend pessimiste par rapport au futur de l'Europe, il y a une crise de compréhension du fonctionnement de l'économie. Si vous regardez les principaux pays européens, et la France est particulièrement marquée sur ce plan, il y a une incompréhension de l'économie moderne telle qu'elle fonctionne. Il y a une incompréhension de la mondialisation. Et c'est ce qui permet des discours totalement ineptes et suicidaires économiquement, comme le discours d'Arnaud Montebourg sur la démondialisation, pourquoi pas proposer que la Terre tourne en sens inverse aussi, ou qu'on supprime Internet, après tout, là, en Corée du Nord, il n'y a pas Internet, hein, donc ça peut exister, une société sans Internet. Donc, on ne comprend pas la mondialisation, on ne comprend pas les opportunités que peut permettre la mondialisation. Et d'ailleurs, la télévision y contribue, on montre des usines qui ferment, des ouvriers qui pleurent, et bon, je suis le premier à déplorer que des ouvriers perdent leur travail, mais on ne comprend pas toutes les opportunités qui sont créées par la mondialisation. On ne comprend pas la façon dont l'économie fonctionne. Quand je fais des conférences sur la mondialisation, et que j'explique que la mondialisation économique, la mondialisation accélérée, celle qui était rendue possible par Internet, est une mondialisation qui a permis de créer des centaines de millions d'emplois sur la planète, et que rien ne nous empêcherait d'en créer ici aussi, mais les gens me regardent avec des grands yeux en général, parce que pour eux, l'économie, c'est les usines, c'est continuer à fabriquer des choses en France. Quand je leur explique que dans les régions dont je viens juste de revenir, où j'étais encore hier, on vit très bien en ne fabriquant rien du tout, juste avec le capital intellectuel, jusqu'avec l'intelligence, c'est quelque chose qu'on ne comprend toujours pas en France. Ça impliquerait une mutation des mentalités. Alors, je regarde, bon, je travaille à l'université, je suis prof d'université, mais bon, ce qu'on enseigne en économie, c'est quelque chose qui a 70 ans de retard. On n'a pas évolué depuis 70 ans. On en est toujours à enseigner John Maynard Keynes. Keynes est mort en 1945. Bon, il y a des gens qui ne s'en sont toujours pas aperçus. C'est quand même assez effroyable. J'ai publié un livre sur la mondialisation il y a quelques années, et je voulais en faire 3 volumes. J'en ai fait qu'un pour le moment, parce que bon, le résultat du premier, j'avais l'impression de parler un langage étranger dans le contexte français. C'est un livre que j'ai appelé La 7e dimension, on m'a dit c'est un peu anticipation, mais ça donne, jusqu'à aujourd'hui, toutes les clés permettant de comprendre la mondialisation. Quasiment personne ne l'a compris dans le contexte français. Et donc à partir de là, nous sommes en train de prendre du retard économique, et ce retard risque d'être un retard cumulatif. Donc la crise économique dans laquelle nous sommes, c'est une crise qui repose sur la compréhension, ou plus exactement l'incompréhension du fonctionnement de l'économie dans laquelle nous sommes. Et tant que nous serons dans cette incompréhension de l'économie, nous n'aurons aucune possibilité de sortir de la crise. Sortir de la crise, ça impliquerait de comprendre que c'est le capital intellectuel qui doit être développé. Ça impliquerait aussi de comprendre, ce qu'on n'explique jamais, ce qu'est le capital financier. À quoi sert la finance? La finance, c'est pas un casino. La finance, comme l'a dit un économiste américain que je cite souvent, Mishkin, c'est le cerveau de l'économie contemporaine. Or, dès lors qu'on ne comprend pas le cerveau, il est difficile de comprendre le reste. Et nous sommes dans cette situation-là. Quand j'entends parler de finance, j'ai l'impression d'entendre parler des gens qui parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qui disent n'importe quoi sur ce sujet parce qu'ils ne le connaissent pas. Bon. Je pourrais rallonger la liste, hélas, elle est très longue. Et du coup, je dirais que si je regarde les choix lors des élections, je dirais qu'à certains moments, j'ai plus envie de voter dans le contexte français, parce que j'ai le choix entre des analphabètes économiques et des analphabètes économiques. Donc entre analphabétisme, je peux choisir le moins dangereux, le moins pire, mais bon, c'est quand même pas terrible comme perspective de choix. Donc cette crise, c'est aussi une crise politique. Nous sommes sans doute, même au sein de l'Europe, avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce, enfin, les pays de la Méditerranée, le pays dans lequel les idées économiques modernes pénètrent le moins, et dans lequel les idées politiques qui même en Grande-Bretagne, continuent à fonctionner assez largement, ne pénètrent à peu près plus la société française.
Et c'est donc le cas de toute une partie de l'Europe, et nous sommes dans cette partie de l'Europe. Donc il y a aussi une crise politique, et il y a aussi une crise culturelle. Et cette crise culturelle, c'est une crise qui repose sur le fonctionnement de l'Europe. L'Europe a été une grande machine à confisquer la démocratie, à constituer une forme de nomenclatura européenne. Et je dirais que nous sommes dans un fonctionnement, et ça recoupe ce que je disais sur les médias, où cette nomenclatura tient quasiment tout. En France, il y a une forme de nomenclatura qui tient quasiment tout, qui tient les médias, aussi bien presse écrite qu'audiovisuelle, qui tient quasiment l'essentiel du monde politique, qui a des passerelles avec le monde économique, si bien que l'économie française est une économie qui fonctionne très largement comme ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon le crony capitalisme, que Obama essaye de mettre en place aux États-Unis, c'est le capitalisme des copains, des accointances, des relations politiques. C'est plus un capitalisme à proprement parler, c'est un capitalisme qui repose sur les accointances politiques et sur le favoritisme. C'est un capitalisme de nomenclatura. Donc nous sommes dans ce fonctionnement de nomenclatura. Ce fonctionnement de nomenclatura, ça crée les sociétés dans lesquelles nous vivons. C'est-à-dire ça crée des sociétés dans lesquelles vous avez une petite caste, une petite minorité transnationale qui vit très bien, et puis tout un ensemble de gens qui se paupérisent, qui glissent vers le chômage, qui glissent vers la pauvreté, l'indigence. Chaque année, vous avez de plus en plus de gens qui sont au restaurant du cœur en France, par exemple. Ce n'est pas un hasard. Donc je dirais que tout cela, c'est ce qui dessine une crise qui ne peut que durer. Et derrière cette crise, c'est un petit peu ce qu'on voit, il y a une forme les gens sont de plus en plus désabusés vis-à-vis de la politique, se dissocient de la politique, ils ne comprennent rien, ils attendent de la pitance du gouvernement, d'une certaine manière, et donc les États-providence font qu'on peut acheter les voix des uns avec l'argent des autres, ceux dont on prend l'argent pour payer les autres partent de plus en plus à l'étranger, donc cela crée un phénomène de migration qui entraîne les sociétés européennes vers le déclin. Si vous regardez les choses en face, vous voyez que de plus en plus de jeunes qui sont entreprenants partent vers le... J'ai beaucoup d'anciens étudiants au Canada, par exemple, parce que le Canada, c'est francophone. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, arrivent des gens qui viennent de pays où il y a un très faible capital humain, un très faible capital intellectuel. Et à une époque, quand j'étais enfant, on disait, bon, pour les cancres, l'agriculture manque de bras. On n'est plus dans un contexte où l'agriculture manque de bras, où l'industrie manque de bras. On est dans un contexte où ces secteurs-là n'emploient plus. Donc on a de plus en plus de gens qui vivent dans une situation d'assistance permanente. Et qu'est-ce que ça crée, cette assistance permanente? Cela crée les zones de non-droit, dans lesquelles après on commence à vivre de trafic, et ça crée des zones, puisque beaucoup de ces gens viennent du monde musulman, où des islamistes viennent dire les pays européens vous ont colonisé, vous avez le droit de reprendre ce qu'on vous a volé autrefois, etc. Donc c'est un discours qui fonctionne très bien. Et puis c'est un discours qui embraye avec le discours qu'on peut diffuser dans l'éducation nationale. Parce que dans l'éducation nationale, on va développer le discours sur lequel l'Occident a colonisé, les coupables, etc. J'ai une fille qui est en 5e et j'ai regardé ses manuels scolaires. Alors j'ai le manuel d'histoire, les 4 premiers chapitres c'était sur l'islam et la civilisation islamique. Les 4 premiers chapitres du livre d'histoire, et le manuel de géographie, on devrait l'appeler manuel d'écologie écrit par Europe Écologie Les Verts, parce que c'est à peu près ça. Et donc je lui explique, bon, ce qu'on te dit là c'est un tissu d'ineptie, mais il faut le répéter, parce que ça tu vas avoir une mauvaise note. Donc elle répète, etc. Mais bon, encore là je suis là pour lui expliquer. Mais les enfants à qui on n'explique rien, ils sont perdus définitivement. Après, ils sont perdus pour le fonctionnement de la société. Ils pensent que produire pollue, qu'il faut désindustrialiser, ils pensent qu'il faut de la décroissance, parce que ça va aussi de pair avec la démondialisation, il faut de la décroissance. On a déjà une croissance zéro, donc il faudra encore descendre plus bas. Il faudra donc multiplier les pauvres un petit peu plus, et comme ça, ce serait parfait, sans doute. On vivrait, pourquoi pas retourner à l'âge de pierre aussi, si on poursuit un petit peu les raisonnements jusqu'au bout, jusqu'au terme
de ces raisonnements. Donc nous sommes face à une crise qui a une multitude de dimensions, économiques, politiques, culturelles, en termes d'immigration aussi, puisque vous avez des flux migratoires complexes, des gens qui ont un fort capital humain qui s'en vont, et des gens qui ont un faible capital humain, ou pas de capital humain du tout, qui viennent. Vous avez une crise des États-providence qui coûtent de plus en plus cher et qui sont de plus en plus en déficit. D'ailleurs, tous les pays européens ont des déficits financiers absolument énormes et sont au bord de la faillite. Actuellement, il n'y a pas que la Grèce, et ce qui arrive en Grèce, c'est quelque chose qui nous pend au nez dans quelques temps, si nous ne faisons pas attention. Et puis se rajoute à cela, dernier facteur que je pourrais énoncer dans la crise européenne, les facteurs démographiques dont on parle à peu près jamais. Et sur ce plan, c'est vrai que ça me fascine un petit peu. Quand je suis aux États-Unis, je vois des livres qui portent sur les problèmes démographiques européens. Quand j'arrive en Europe, j'en vois plus un seul. Donc aux États-Unis, il y a des gens qui me posent la question, qui me disent en Europe, vous avez des gros problèmes démographiques. Bon, à 12 000 km d'ici, on me le dit. Ici, non. Je regarde les journaux, rien du tout. Je regarde la télévision, rien du tout. Pourtant, il faut savoir que la population dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne est en train de diminuer tous les ans. Elle diminue, pourquoi? Parce que vous avez une natalité extrêmement basse. Dans la moyenne pour les 3 pays que je viens de citer, c'est de 1,3 enfants par femme. Ce qui veut dire que une génération qui disparaîtra dans laquelle il y avait 20 personnes va être remplacée par 13 personnes. Alors qu'il faudrait 3,2? Non, il faudrait 2,1. 2,1. Et donc il n'y a aucun pays européen qui arrive à 2,1 actuellement. La France est entre 1,9 et 2 à peu près. C'est le pays le mieux placé. Et encore, si on regarde la natalité, ce qu'on n'a pas le droit de faire en France, mais ce qu'on fait à l'étranger, si vous regardez la natalité des populations d'origine musulmane, de facto, vous avez une très grosse différence. La natalité dans les familles musulmanes dépasse 3, et la natalité dans les familles françaises autres, non musulmanes, est 1,4 à peu près. Donc on est très nettement en dessous du seuil de renouvellement des générations, et la conséquence de cela, c'est qu'il y a un changement de population qui est en train de s'opérer et qui va aggraver tous les facteurs que je viens d'énoncer. Donc si je regarde les choses sous l'angle européen, je dirais qu'il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste. Je ne le cache pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre, qu'il ne faut pas faire quelque chose, qu'il ne faut pas rétablir la vérité. C'est utile, c'est très important de le faire, et surtout, je dirais par rapport à ce que fait Europe-Israël, d'effectivement ne jamais rien laisser passer, ne jamais se situer sur le terrain de l'adversaire. C'est-à-dire ne jamais laisser passer même des mots comme Cisjordanie. Non, Cisjordanie, c'est un mot qui est apparu en 1949. Avant, ça n'existait pas. Ça s'est toujours appelé Judée-Samarie. Donc, point. Non, la Cisjordanie, je ne connais pas. Région géographique. Bon. Colonie? Non, je ne connais pas. Il n'y a pas de colonie. Il y a des villages juifs en Judée-Samarie. Ça vous dérange qu'il y ait des villages juifs? Vous êtes pour l'épuration ethnique? Ah bon, vous êtes pour l'épuration ethnique? Vous êtes contre l'épuration ethnique partout dans le monde et vous êtes pour l'épuration ethnique en Judée-Samarie? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Vous êtes pour une Judée-Samarie Judenrein, comme disait Adolf Hitler? Ah bon? Donc vous êtes un disciple d'Adolf Hitler. Faut pas hésiter à dire ce genre de choses aux gens. Oui, ben bien sûr, Abbas, qui est un lecteur de Mein Kampf, est pour une Judée-Samarie Judenrein. Oui, bien sûr qu'il le dit. Bon, ça ne sera pas retransmis à la télévision en France, bien évidemment. Il se réclame aussi de Amin al-Husseini, dont il a tressé les lauriers récemment. Et Amin al-Husseini est l'un des concepteurs de la solution finale, entre guillemets, à l'époque où il travaillait avec Adolf Hitler à Berlin, où il a fondé le premier institut d'études islamiques dans le contexte européen. Parce que je le rappelle, le premier institut d'études islamiques dans le contexte européen a été fondé sous l'égide d'Adolf Hitler à Berlin en 1942. Voilà, une année intéressante à étudier en soi. Donc ne jamais rien laisser passer. Alors j'ai dit que je terminerais par une note plus optimiste. Je dirais que l'optimisme, je pourrais le regarder en regardant le Moyen-Orient. Pour quelle raison? Parce qu'il y a actuellement
ce qu'on a appelé le printemps arabe. J'ai jamais cru au printemps arabe, j'ai tout de suite vu ce que c'était, que c'était des émeutes de la faim et que ce seraient les islamistes qui rafleraient la mise. C'est ce qui est en train de se passer, et c'est au cœur d'ailleurs du livre « L'islam radical est une arme de destruction massive » que je viens de publier. Donc concrètement, ce qui se passe dans le monde musulman actuellement, c'est un effondrement économique. Cet effondrement va continuer. Il ne peut que continuer. Pourquoi? Parce que l'islam radical ne fournit aucune réponse. Il ne fournit que de la stérilité. Si vous regardez une société comme la société égyptienne, c'est une société qui est en plein effondrement. Qu'est-ce qui faisait vivre l'économie égyptienne? Le tourisme. Le tourisme, il est quasiment mort. Bon, à moins de se dire chic, je vais aller au Caire, je vais voir des émeutes et des boutiques flambées, et puis peut-être que mon taxi va être attaqué. Donc si on veut avoir des sensations fortes, on peut effectivement peut-être y aller. Mais en dehors de ça, je vois pas tellement d'intérêt à aller faire du tourisme dans cette région du monde. Ou alors pour une femme, je dis, ah, tiens, je vais essayer le burkini, tiens, la burqa façon bikini pour aller à la plage. Bon, donc pour ce genre de choses, on peut effectivement se dire, tiens, je vais me procurer des sensations que j'aurais nulle part ailleurs. Je serais l'office du tourisme égyptien, je dirais, vous voulez essayer le burkini? Oui, c'est ça, donc oui, vous pouvez essayer. Bon, mais bon, ils ne le font pas, et donc du coup le tourisme est en train de mourir dans ce pays. En Tunisie, c'est la même chose à un moindre degré. La Libye est à feu et à sang. Oui, ben c'est ça. Disons que, de toute façon, tout système totalitaire ne crée que de la stérilité. Et donc, je dirais qu'à moyen terme, même relativement court terme, toute cette région du monde va s'effondrer de plus en plus. Et le seul pays qui ait une stabilité et une solidité dans cette région, c'est Israël. Israël a non seulement eu des avantages économiques absolument considérables, dont on ne parle jamais dans le contexte européen pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien à l'économie moderne, donc on ne comprend rien à l'économie israélienne. Bon. Mais, outre cela, Israël est un pays qui a un taux de démographie très positif. Et ce taux de démographie, et je le dis aussi par rapport à une multitude de discours qu'on entend en disant si Israël annexait la Judée-Samarie, il y aurait une submersion par la population musulmane. Non. Les chiffres des populations musulmanes sont aussi fiables que les chiffres de croissance fournis par l'Union soviétique sous Brejnev. C'est-à-dire que la population est gonflée et presque multipliée par 2. Vous allez en Judée-Samarie, vous avez finalement beaucoup d'endroits qui sont très déserts. Vous n'avez pas tant de population arabe que ça. Ils gonflent les chiffres complètement. Donc Israël annexerait la Judée-Samarie, il n'y aurait pas de risque pour la majorité juive en Israël. Ça délivrerait Israël du risque d'attentat, etc. Et je dirais, c'est ce que je dis souvent aux gens qui se prétendent amis des populations arabes, ça délivrerait les populations arabes des gens qui leur lavent le cerveau, et ça permettrait aux enfants arabes de pouvoir apprendre autre chose que de devenir terroristes. Ça leur permettrait peut-être d'apprendre à devenir médecin, instituteur, etc. Ce qui est quand même un avenir beaucoup plus positif et fécond que de devenir auteur d'attentats suicides, de se faire sauter à l'âge de 18 ou de 20 ans. Bon. Donc, si vous voulez délivrer les populations arabes, demandez à Israël d'annexer la Judée-Samarie. Vous délivrerez les populations arabes de cette façon-là, vous les délivrerez du mal. Je pense que c'est tôt ou tard de cette façon-là que les choses évolueront, et en tout cas Israël ne risque aucune submersion démographique. Israël est un pays où on a des enfants. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'indice de bonheur qui est calculé tous les ans, Israël est une société où les gens croient en l'avenir et pensent que l'avenir est fécond et porteur, et ils ont raison. Et sur ce plan, il y a un contraste très fort entre les sociétés européennes et la société israélienne. Israël est une société où il y a une attitude mentale positive par rapport à l'avenir et où il n'y a pas de pessimisme. Et il n'y a pas de raison d'avoir du pessimisme. Je dirais qu'Israël a l'avenir devant lui, et il importe simplement de faire attention à l'incendie qui se dissémine autour d'Israël pendant l'effondrement du monde musulman qui est en train de s'opérer. Et je dirais qu'aux États-Unis même, j'en reviens, donc il y a une résilience
très importante, et je pense qu'au-delà des années Obama, le pays se redressera aussi. Donc je pense que le monde futur reposera sur des pays comme les États-Unis, mais aussi sur Israël, davantage que sur l'Europe. Donc je dirais que je suis pessimiste pour l'Europe, mais je le suis beaucoup moins pour Israël et pour l'Amérique du Nord, et je pourrais aller vers l'Asie aussi, mais ça ne sera pas l'objet de la conférence de ce soir, donc je vais m'arrêter sur cette note optimiste et laisser de la place à vos questions.